Monsieur Carpentier, bonjour. Bonjour. Voici l'invité de 15info.fr. Plutôt, c'est nous qui sommes invités. Vous nous recevez dans vos locaux du Parti Socialiste à Aurillac. Tout à fait. La fédération du Cantal du Parti Socialiste, ici, rue Pinard à Aurillac. Très bien. Donc, pour commencer, je vais vous demander une présentation de votre rôle, dans votre mandat, votre vie personnelle. Très rapidement, parce que dans la période politique chargée actuelle, c'est pas forcément le plus intéressant, mais enfin, il faut bien aussi des acteurs à la vie politique. J'en suis un, modeste, mais j'en suis un. Donc, j'ai 57 ans. J'ai 4 enfants. Je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège. Et j'ai adhéré au Parti Socialiste après bien des hésitations, non pas par rapport à mes convictions, qui fondamentalement concernant les libertés, l'égalité, la laïcité, le sens qu'on peut avoir de l'intérêt général quand on mène une action publique. Je les ai toujours eus, très très jeune, je dirais que j'ai eu cet engagement politique, mais on a toujours peur de s'aliéner une part de son libre arbitre lorsqu'on adhère à un parti. Et donc j'ai adhéré au Parti Socialiste en 1994, le temps tourne, ça fait maintenant 18 ans. Voilà. J'ai eu la chance de croiser René Souchon, actuel président de région, parce qu'il m'a proposé d'être l'un de ses adjoints dans le mandat 2001. Et ce qui fait que, comme nous avons à ce moment-là emporté l'élection municipale, je me suis retrouvé maire adjoint à la culture pour la ville d'Aurillac. Et puis en 2008, suite au congrès de Reims, au congrès du Parti Socialiste, et compte tenu qu'un certain nombre de mes camarades avaient, eux, été élus sur des mandats très, très prenants, je pense notamment à Florence Marty, qui est la première fédérale qui m'a précédé, mais qui a été élue conseillère générale d'Aurillac 4, j'ai accepté ce poste de premier fédéral du Parti Socialiste dans le Cantal. Voilà ce qui me permet aussi de suivre d'un peu plus près l'action politique au plan national. C'est très intéressant parce que ça permet de faire ce lien entre l'action de terrain, qui est celle de l'élu d'une collectivité comme Aurillac, et puis des dossiers, comment on pourrait dire, plus vastes, qui sont la préoccupation de nos nationaux. Très bien. Donc nous allons commencer l'entretien par une première partie plutôt dans le Parti Socialiste français, pas départemental. Donc on a une question de Nicolas de Morse. Donc Monsieur Carpentier, ne croyez-vous pas qu'avec la montée du MoDem et du FN dans les sondages, comme pour 2002, le PS ne soit pas au second tour? Bonjour à Nicolas d'abord, et puis à tous ceux qui vont nous écouter. Je pense qu'on n'est pas du tout sur le même cas de figure que 2002. En 2002, le gouvernement Jospin était un gouvernement sortant. Et on sait que c'est toujours difficile pour un gouvernement sortant, même s'il a eu à son actif de très belles choses. Je rappelle qu'en 2002, les comptes sociaux de la nation étaient à l'équilibre, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, parce qu'on a une situation extrêmement préoccupante. On est, du point de vue des comptes sociaux, les plus endettés d'Europe actuellement. Donc, alors c'est vrai qu'une partie de cet endettement est due à la crise qui sévit depuis 2008 et qui frappe nombre de pays européens, dont le nôtre. Mais la Cour des comptes a publiquement, il y a maintenant quelques mois, 3-4 mois, dit qu'une part importante de la crise actuelle était aussi imputable aux choix politiques qui avaient été faits par l'actuel gouvernement et bien entendu par le président de la République d'aujourd'hui. Je pense notamment, dans une période de difficultés budgétaires, au bouclier fiscal, qui certes aujourd'hui est supprimé, mais qui a été remplacé par d'autres avantages fiscaux en direction des foyers les plus aisés, alors qu'à côté de ça, on a une misère rampante, mais bien réelle, qui frappe de plus en plus de monde. Il n'est pas normal, dans une période qui est difficile pour de plus en plus de nos concitoyens aujourd'hui, y compris des Cantaliens, il n'est pas normal qu'on continue à octroyer ces avantages financiers énormes à ceux qui ont déjà les sous. Alors l'inquiétude, elle ne peut pas être la même non plus, parce que le président actuel et son gouvernement ont un passif lourd quand même. Et ça, on le ressent bien dans l'opinion publique.
Bien entendu, c'est l'élection des 22 avril et du 6 mai qui tranchera, et qui dira où on en est exactement. Mais n'empêche que partout, on sent que les gens manifestent à la fois un mécontentement et en même temps une impatience de vouloir changer la direction de ce pays qui n'a pas géré comme elle pense que ça aurait pu l'être la crise et les conséquences qu'elle en a. Alors, d'aucuns disent, oui, mais vous, si les socialistes vous aviez été au pouvoir, auriez-vous fait mieux? En tout cas, nous aurions mieux réparti les efforts pour sortir de cette crise que ça n'a été fait. Après, la menace du Front National, non, parce que il est vrai que Marine Le Pen sait se donner une légitimité républicaine. Maintenant, les Français, dans leur grande majorité, sont loin d'être stupides et se rendent bien compte que concernant la question de l'identité nationale, concernant l'absence de projet politique global de Marine Le Pen, parce que dès qu'on creuse un peu la question, notamment sur la question de la résorption du déficit actuel, elle n'a pas de réponse très claire et en tout cas pas chiffrée. Des grandes idées, certes, mais ça manque de précision. Et enfin, le dernier sondage, alors les sondages, on en prend, on en laisse, hein, oui, bien sûr. C'est une photographie instantanée de l'opinion des citoyens, de l'électorat à un moment donné, et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans 15 jours, comme il ne l'était probablement pas il y a un mois. Ceci dit, le dernier sondage, qui a été commandité par Le Monde et qui est paru hier, montre que François Hollande progresse encore de 3 points à 32%, que Nicolas Sarkozy perd 2 points à 25%, jamais dans une élection présidentielle, à 2 mois et demi de l'échéance, l'écart n'a été aussi important. Maintenant, jamais aussi, jusqu'à présent, un candidat à l'élection présidentielle en tête 2 mois et demi avant l'élection est parvenu à l'emporter. Alors, je ne voudrais pas être de mauvais augure, et je pense que l'écart est suffisamment grand pour que François Hollande maintienne son avance. Mais l'écart entre les deux ont grandi et surtout les deux se retrouvent maintenant détachés des autres parce que malgré tout et François Hollande et l'actuel président de la République ont globalement sur les 2 derniers mois une tendance à grimper alors que le Front National et le MoDem sont en perte de vitesse. Le Pen est placée actuellement en 14 sur 3. Je pense qu'elle peut faire plus. Le risque républicain, parce que, y compris pour nous socialistes, c'est un risque républicain, nous ne sommes pas partisans. Ce risque républicain, c'est que cette année, en 2012, au second tour, on retrouve 2 candidats qui soient François Hollande et Marine Le Pen. Ça, c'est grave pour la République. Ça, c'est grave pour la République, en espérant bien sûr que si ce scénario catastrophe venait à se reproduire 10 ans après, pas avec les mêmes acteurs, mais de manière aussi dramatique du point de vue politique, qu'il y ait la même réaction citoyenne qu'il y a eu en 2002 et qui a permis à Jacques Chirac, au 2e tour, de collecter, y compris les voix de gauche, et en tout cas la totalité des voix républicaines. Et je crois que c'est l'essentiel, c'est quand même de sauvegarder l'essentiel qui est la République. Voilà, simplement l'analyse des politologues actuellement et qui perdure depuis maintenant plusieurs semaines, c'est de dire que l'électorat le moins cristallisé, que l'on soit dans le Cantal ou ailleurs, celui qui a encore des hésitations, elles sont bien normales, hein, l'électeur est complètement maître de son vote, de son choix, ce sont les électorats du Front National. Donc les politologues estiment entre 40 et 50% de ceux qui aujourd'hui auraient l'intention de voter pour le Front National n'en ont pas encore la certitude et peuvent encore changer d'avis. Et le deuxième électorat, c'est celui de François Bayrou. Là aussi, parce qu'ils ont un peu de mal à se positionner par rapport à un candidat qui a des difficultés à définir sa ligne politique quand même. Il l'a évoqué légèrement, en s'orientant plutôt vers la droite. Mais alors, faut qu'on soit clair, pour nous socialistes, comme pour d'autres d'ailleurs, en tout cas les partis de gauche, il n'y a jamais eu de confusion. Pour nous, François Bayrou n'est pas une alternative à l'actuelle majorité. Pourquoi? Parce que les députés élus du centre droit, qu'ils aient été récupérés par Nicolas Sarkozy et l'UMP, ou qu'ils aient gardé leur autonomie, comme ceux qui se revendiquent du camp de François Bayrou, ont toujours, pour la très grande majorité des délibérations, voté comme les députés de l'UMP. Au moment de faire la loi, au moment de voter le budget, et l'acte de voter le budget est l'acte le plus important,
puisque c'est celui-là qui ensuite va déterminer les dépenses prioritaires de la nation pendant une année. Les députés du centre, peu nombreux soient-ils, ont tous toujours voté comme les députés de l'UMP. Donc pour nous, il y a bien entendu une appartenance de ce centre droit à la grande famille de la droite française. Pour nous, là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Les propositions dont on parlera peut-être un peu du candidat Hollande, qui ne sont absolument pas reprises par le candidat Bayrou. Parce que ce sont des propositions de gauche en termes d'égalité, en termes d'aide aux plus défavorisés, etc. Et qu'on ne retrouve pas dans le programme de François Bayrou. Ça, c'est une certitude. Il suffit de voir dans ces 5 dernières années comment ces députés-là ont voté pour comprendre tout de suite, quoi. Ils ont voté comme l'UMP. Il est coupé. Donc justement, à propos du programme du Parti Socialiste, une question de Marc de Massiac. Oui. Que doit-on attendre du Parti Socialiste à l'échelle du département? Son programme. Alors je voudrais juste faire un petit retour en arrière, parce que je pense qu'il y avait eu une question là-dessus où elle vient après, la question des alliances. Oui. La question des alliances vient après? Non, c'était une question complémentaire. Par rapport au vert. Par rapport au vert. Alors la personne qui vous a appelé, je ne connais pas. C'était Nicolas de Morse qui... Ah, c'est Nicolas de Morse oui. qui lui aussi posait la question des alliances. Y a-t-il des regrets de ne pas s'être allié avec les Verts? Mais on s'est allié avec les Verts. Dans un accord entre Martine Aubry, donc première secrétaire du Parti Socialiste, et Cécile Duflot, pour les Verts, Europe Écologie Les Verts, qui a un peu surpris la classe politique dans son ensemble, parce que ça a été effectivement à ce moment-là, au mois de novembre, négocié entre 2 chefs de parti, et pas entre les candidats. C'est post-premier tour, l'accord. Oui. Et donc cet accord prévoit, notamment pour les législatives, puisque effectivement il n'y a pas un candidat unique pour les présidentielles. Donc on comprend aussi que les Verts veuillent une tribune médiatique qui, pendant toute la durée de la campagne présidentielle, vont leur permettre de s'exprimer sur les grands médias nationaux ayant leur candidate. Mais pour le reste, aux législatives, le Parti Socialiste a fait un effort considérable. Alors il est vrai que nous savons que pour gagner, nous devons rassembler, parce que la gauche en France, l'électorat de gauche en France n'est pas majoritaire, ça c'est une évidence historique. Et chaque fois que la gauche a pu l'emporter, je pense au Front Populaire, je pense en 81, je pense en 97, c'est parce qu'elle a su élargir son électorat au-delà des socialistes, au-delà des électorats de gauche traditionnels, et donc, effectivement, rallier sur un certain nombre de propositions les gens du centre dont on parlait tout à l'heure. Là, je parle bien entendu des citoyens et non pas des appareils politiques en tant que tels. Et quand je dis que le Parti Socialiste a fait quand même un pas non négligeable en direction d'Europe Écologie Les Verts, c'est que nous avons prévu de leur laisser 60 circonscriptions pour les législatives, ce qui n'est pas rien. Hein. Ça fait un 6e des circonscriptions qui existent, et que, quelle que soit l'issue du scrutin des législatives, il y a 15 circonscriptions qui leur sont quasiment acquises, sachant que on n'a pas vocation à décider à la place des citoyens, hein, mais in fine, c'est bien entendu celui qui va voter qui décide, mais bon, globalement, on voit qu'à peu près 15 circonscriptions seront définitivement acquises. Pourquoi 15? Ça permettra à Europe Écologie Les Verts d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et donc d'avoir une expression publique avec un porte-parole attitré. Donc, je veux dire, lorsqu'on rapporte ça aux intentions de vote, la proposition qui a été faite à Europe Écologie Les Verts va au-delà de leur poids politique estimé à ce jour. Alors, quand je parle de poids politique estimé, on ne fait pas ça au hasard. On regarde les dernières présidentielles, on regarde les dernières régionales, on regarde les dernières cantonales, on regarde les dernières municipales, et c'est en ayant une image de ces élections, de ces scrutins passés, et plus les intentions de vote qui sont déterminées par les sondages, que nous avons à peu près cette image de ce qui pourrait se passer au printemps 2012. Donc l'alliance, elle existe bien. Après, il y a effectivement sur le nucléaire quelques divergences d'appréciation, sachant que nous avons choisi un certain pragmatisme. Dire que nous renonçons au nucléaire, certes, la France dispose de 57 réacteurs, c'est ce qui lui a permis en son temps, et encore aujourd'hui, on le voit bien avec la vague de grand froid, d'avoir une certaine indépendance énergétique, parce que nous ne le sommes absolument pas par rapport aux énergies fossiles.
C'est vrai que c'est quelque chose de dangereux, le nucléaire, qu'il faut qu'il soit parfaitement maîtrisé. C'est vrai qu'à terme, nous devrons y renoncer, parce que justement, il est trop dangereux. Mais c'est vrai aussi que d'y renoncer, ça coûte très cher, parce que d'abord, démanteler des centrales nucléaires, c'est pas fermer une centrale thermique, ça n'a rien à voir. Du point de vue technologique, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus important. Donc ça coûte très cher. Et puis, il faut pouvoir remplacer petit à petit cette énergie qui ne sera plus produite par le nucléaire. Donc François Hollande propose, lui, d'ici 2020, de passer de 75%, qui est l'actuelle part fournie par le nucléaire dans l'énergie française, à 50%. Une réduction de 25%. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable, c'est quand même 33% de l'énergie nucléaire qui sera abandonnée et remplacée par d'autres choses, qui auront un coût, notamment les énergies renouvelables. L'Allemagne ne fait pas mieux. Sauf que le parc énergétique nucléaire allemand, il est beaucoup moins important. Mais en nombre de centrales, sur les 15 années qui vont venir, le programme allemand, en nombre de centrales, je ne parle pas en part d'énergie, mais en nombre de centrales, le programme allemand prévoit exactement la même chose. Parce que les Allemands, effectivement, avaient une part nucléaire qui est à peine de 30% de leur part globale, et eux, ils pourront en 15 ans renoncer totalement au nucléaire. C'est pas le cas de la France, puisque nous nous sommes engagés depuis plus de 30 ans maintenant dans cette voie-là, et que de revenir sur autre chose, ou d'aller vers autre chose aujourd'hui, c'est pas simple et ça demandera un peu de temps. Alors, le Parti Socialiste dans le Cantal, d'abord, il faut savoir que c'est 300 adhérents, donc c'est pas non plus... ceci, c'est 300 adhérents très actifs, qui collent, qui tractent, qui vont dans les meetings, qui parlent... Et... On le verra par la suite, le pourcentage de vote est... Et le programme PS du candidat Hollande par rapport au département, c'est ça? Oui. En gros. C'était ça. Moi, je vais citer deux exemples qui sont très, très symptomatiques de ce que peut nous apporter... un candidat socialiste s'il est élu à la présidence de la République. D'abord, dire qu'il s'agit de François Hollande. La proximité que personne n'ignore, puisqu'il est voisin, comme ça a été le cas avec René Souchon, devenu président de région, mais originaire du Cantal. Je ne dis pas qu'on va être des privilégiés, mais rend quand même François Hollande, qui est notamment président du Conseil général de Corrèze, sensible aux questions rurales. La Corrèze, le Cantal, même si ce ne sont pas même départements, structurellement, de par leur population, de par leurs activités économiques, de par leur territoire, se ressemblent. Donc François est quelqu'un qui est sensibilisé à des départements qui sont semblables aux autres. C'est une première chose. Et ça, c'est pas mal. C'est pas un Parisien, comme on dit François. C'est quelqu'un qui a l'habitude de labourer les terrains comme le nôtre. Ensuite, les engagements forts, il en a pris 60. Suite au meeting du Bourget, qui ont été donc rendus publics. Et c'est sur cette plateforme de 60 points forts que nous faisons campagne maintenant. Il y en a deux que je retiendrai qui concernent particulièrement le Cantal. C'est d'abord avec la création d'une banque publique d'investissement qui sera régie en région, l'aide aux PME et surtout aux TPE. Or, ce qui fait, du point de vue secteur secondaire, le dynamisme, certes modeste, puisqu'on est dans le Cantal, département essentiellement rural, mais enfin, il y a quand même quelques entreprises implantées, que ce soit Aurillac, Saint-Flour ou certains petits bassins. Ce qui fait le dynamisme de notre territoire, ce sont les très petites entreprises. Or, le programme de François Hollande prévoit qu'elles soient les premières concernées par cette banque publique d'investissement. La défiscalisation des heures supplémentaires que François Hollande va supprimer parce qu'elles sont injustes, inefficaces et qu'elles coûtent cher à l'État. Là aussi, c'est pas aujourd'hui les très petites entreprises qui en bénéficient, c'est surtout les grands groupes multinationaux, mondialisés. C'est eux d'ailleurs qui participent d'une certaine manière de la crise actuelle. Donc, la suppression de ces heures supplémentaires sera compensée par une aide accrue aux petites structures entrepreneuriales. Et puis le deuxième point sur lequel je voudrais insister aussi et qui est quelque chose de fort dans le programme de François Hollande, c'est la question des services publics. Aujourd'hui, il y a un véritable déménagement du territoire, comme on dit, à l'inverse de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire un aménagement du territoire, et on voit des services publics disparaître. Là encore, dernièrement, sur Aurillac, c'est l'EREA qui est menacé, avec un nombre important de suppressions de filières de formation
pour des ados, rappelons-le, qui se trouvent en difficulté scolaire et qui, grâce à ces formations qui sont dispensées dans cet établissement régional d'enseignement adapté, peuvent préparer un CAP notamment et leur permettre ensuite de s'insérer professionnellement alors que l'école pour eux a été un passage assez difficile. Les réa est menacé de fermeture à court terme, mais quand je dis les réa, le lycée Émile Duclos ici va aussi perdre un nombre de postes considérable. Au total quand même, je rappelle que nous en sommes pour la rentrée 2012 dans l'éducation nationale à plus de 60 postes de supprimés. 60 postes d'enseignants, c'est 60 familles qui vont quitter le département. Alors, au plus petit, c'est un couple, mais c'est aussi des familles avec des enfants. Ces enseignants qui sont dans le Cantal, souvent sont jeunes, ont 1, 2, 3 enfants. Vous multipliez 60 familles par 4 personnes, allez, en moyenne, voilà 250 familles qui partent. À cela, ajoutez les suppressions de postes qui ont lieu, les suppressions d'emplois qui ont eu lieu dans l'hôpital public, à Aurillac, à Mauriac. Vous ajoutez à ça les suppressions de postes dans le domaine de la justice. Vous supprimez à ça, suite à la réforme générale des politiques publiques, la RGPP, et donc le remodelage des services de l'État dans les départements, et tout ce qui concerne l'ADAS, la répression des fraudes, enfin la liste est longue d'emplois publics qui ont été supprimés dans ce département, alors que l'on sait que les services publics sont un des principaux vecteurs du dynamisme économique de nos territoires. Or, le programme de François Hollande prévoit d'une part de geler la RGPP, on stoppe l'hémorragie d'une suppression d'un fonctionnaire sur 2, parce qu'en plus on arrive aujourd'hui à des conditions d'offre de services à la population très dégradées, parce qu'il reste de moins en moins de fonctionnaires. Souvent dit que la France est un pays de fonctionnaires, mais enfin, quand on compare à nos voisins européens, et ça c'est des chiffres qui sont publiés par Bruxelles, qui sont publics, il suffit d'aller taper sur Internet, et là vous avez les données, vous apercevez que la France fait maintenant partie du dernier tiers des pays européens de l'Union européenne en ce qui concerne le nombre de fonctionnaires rapporté au nombre d'actifs. Donc on ne peut pas dire qu'on soit surdoté en nombre de fonctionnaires dans ce pays. Et malheureusement, les services, eux, se dégradent parce que ceux qui restent ne sont plus assez nombreux pour assurer un service de qualité. Donc François Hollande gèle la RGPP. François Hollande s'est engagé à réinjecter 60 000 postes d'enseignants dans l'éducation nationale. Évidemment, le Cantal en profitera. Pourquoi? Parce que le Cantal subit les actuelles suppressions. Si demain on revient à une situation de création, le Cantal en profitera aussi, quoi. Donc on a là des éléments suffisamment forts pour dire que ce programme concerne évidemment les Cantaliens. Je répète, les très petites entreprises, les services publics, voilà. Je rappelle aussi, parce qu'il y a une posture politique qui est assez commode, qui consiste à notre député actuel à dire oui, c'est vraiment une grande désolation de voir ces postes disparaître, mais qui dans le même temps, en tant que député, vote à l'Assemblée nationale les budgets, et que c'est ces mêmes budgets qu'il a votés qui conduisent à ces suppressions de postes, hein, rappelons-le. De temps en temps, il y a des vérités qui sont bonnes à redire. Très bien. Je suis trop bavard. Hein. Non, j'ai peur de vous expliquer bien. Bien sûr, non, mais nos auditeurs nos internautes plutôt seront contents, je pense. Bon. Donc, on va entamer la partie Cantal. Oui. Plutôt basé sur le Cantal, des questions plutôt sur les communes en général. Donc, pour commencer, on a une question de Jean d'Itrac. Oui. Donc, Monsieur Carpentier, on dit aujourd'hui, Aurillac se développe que par elle-même, et qu'à l'inverse, Saint-Flour s'ouvre vers l'extérieur. Peut-on croire en un avenir où Aurillac serait moins enclavé? En tout cas, nous faisons tout. Là, c'est plutôt l'élu d'Aurillac qui parle, plutôt que le militant du Parti Socialiste. Nous faisons tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous faisons tout? C'est-à-dire que nous maintenons l'ensemble des services qui sont gérés par la municipalité. Là, je ne parle pas des services de l'État, je parle des services municipaux. Nous maintenons l'ensemble des services municipaux, malgré le désengagement de l'État sur un certain nombre de secteurs. Je parle notamment du secteur social, mais on vient de parler aussi du secteur éducatif. Donc nous maintenons ces services, nous maintenons la qualité de ces services malgré une diminution du budget. Et cette diminution du budget, elle nous est imposée dans la mesure où justement il y a eu un certain désengagement de l'État et que la crise frappe aussi de plein fouet les collectivités, pas seulement les particuliers. Simplement pour exemple, vous n'ignorez pas que la note de la France a été dégradée.
Alors, on peut remettre en cause les agences qui procèdent à ce type de notation, qui sont totalement privées, sur lesquelles il n'y a aucun contrôle public. Enfin bref, le système est fait qu'actuellement, ce sont ces agences-là qui notent les pays en fonction de leur santé financière. La note de la France a été dégradée, la France a perdu l'un de ses 3 A. Il faut savoir que le fait, c'était récemment, il y a 3 semaines, le fait que cette note ait été dégradée, les taux de prêt, une collectivité pour vivre a aussi besoin d'emprunter. Elle ne fonctionne pas uniquement sur l'impôt des contribuables. Les taux de prêt consentis aux collectivités ont augmenté de 1,2 points d'un seul coup, simplement parce que la note de la France a été dégradée. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement une question de gestion mondiale de l'économie, ou voire de santé nationale de l'économie, ça a aussi un impact direct sur les territoires, comme la ville d'Aurillac, comme les départements du Cantal. Aujourd'hui, si nous voulons emprunter pour réaliser une opération d'investissement, encore une fois parce que les fonds d'investissement ne sont jamais suffisants, surtout lorsqu'il s'agit de grosses opérations, eh bien nous devons emprunter avec des taux d'intérêt augmentés de 1,2 points. Donc, nous faisons tout pour maintenir la qualité des services, malgré ces baisses d'aide, de dotation de l'État, en prenant l'engagement fort aussi qui reste le nôtre de ne pas augmenter l'impôt, ce que nous n'avons pas fait depuis maintenant 7 et 4, 11 ans. Ça fait 11 ans que sur Aurillac les impôts n'ont pas augmenté. Nous essayons de réaliser des opérations d'investissement qui permettent de fixer la population, parce que ça offre des services qui sont de nature à les garder chez nous. Bon, on aura une question tout à l'heure d'en parler, mais Aurillac, ces dernières années, a réalisé, avec le concours bien sûr de la communauté d'agglomération, un prisme, une grande salle de spectacle. Aurillac a refait totalement sa place centrale avec le square. Aurillac vient de réaliser à l'été 2011 la rénovation totale du centre social quartier ouest d'Elbex, et j'en oublie plein. L'ACABA vient de procéder à la rénovation de la médiathèque. Il y a un certain nombre de réalisations qui essaient de maintenir Aurillac dans la modernité, parce que ce qui serait le plus dramatique, c'est de prendre du retard par rapport aux autres villes, et qui encouragerait les gens à partir. Et ça serait vraiment catastrophique. Alors, oui, Aurillac est enclavé. Nous nous battons depuis des années pour le désenclavement. Ceci dit, je remarque que Saint-Flour, qui est maintenant desservi par une autoroute depuis une quinzaine d'années, sur les 10 dernières années, je parle sur les 10 dernières années, statistiquement, Saint-Flour est le territoire communal qui a perdu le plus d'habitants, en pourcentage. Bon, vous voyez, le fait de faire venir une autoroute ne suffit pas forcément à maintenir la population. Dans le cas de Saint-Flour, ça a eu l'effet inverse. Pourquoi ? Parce que ça a mis Saint-Flour à 45 minutes de Clermont. Et on a beaucoup de gens qui viennent travailler à Saint-Flour, mais qui repartent chez eux le soir, et chez eux, c'est pas Saint-Flour. Donc, nous avons aussi en projet, malgré les recours déposés qui ont retardé le dossier, la réalisation d'une grande aire commerciale avec la Sablière. Bon, on espère que ça va avoir le jour. Nous avons en projet également le centre commercial de centre-ville pour maintenir le dynamisme de ce centre du point de vue commercial avec les lots des Frères Charles. Et puis nous avons la réalisation d'un certain nombre de lotissements, soit en accession à la propriété, soit en logements sociaux, qui fait qu'aujourd'hui il y a une offre de logements, y compris de logements haute qualité environnementale et basse consommation, qui commence à produire ses fruits, quoi. Actuellement, je crois que c'est de l'ordre de 250 logements qui sont ou qui vont être très très prochainement proposés aux populations. Donc voilà, on essaye bien sûr, on sait qu'on est dans une population, dans un environnement démographique difficile, parce que la population cantalienne vieillit, que le renouvellement est pas simple, parce qu'on est aussi sur des bassins d'emploi très fragiles. Mais voilà, on essaie le plus possible de maintenir notre population, d'attirer les jeunes, d'attirer les entreprises. C'est pas toujours simple. Justement, par rapport à Aurillac, une question de Sophie. Concernant le projet de cinéma Aurillac, un peu sur le modèle des grandes salles régionales et nationales même, vous pouvez nous en dire plus sur ce projet de cinéma ? Alors, en ce qui concerne le bassin d'Aurillac et Aurillac en particulier, il y a une offre culturelle qui a été bien améliorée ces derniers temps. J'ai évoqué la médiathèque. Il ne faut pas oublier qu'en son temps, il y a eu, à partir des écuries,
et des anciens bâtiments du 139e ERI. Mais ça commence à dater, hein, mais enfin je le signale quand même. Il y a eu la rénovation de ces bâtiments pour y inscrire un conservatoire à rayonnement départemental, pour y inscrire un musée avec de belles salles d'exposition. Donc on a là une offre culturelle. J'oublie bien sûr, là aussi sous l'initiative de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, mais j'en ai été un acteur comme d'autres, comme l'association Love Me Tender par exemple, la réalisation des studios de répétition et d'enregistrement pour les musiques actuelles. Donc il y a une offre culturelle qui est intéressante. Il y avait un maillon faible dans cette offre culturelle, c'est le cinéma. Parce que le cinéma existant en Normandie est vieillissant, parce que il est inscrit, je parle de l'architecture, enfin il n'est pas terrible quoi. Les salles sont petites, le matériel est vieillissant, la technologie en cinéma a beaucoup évolué. Aujourd'hui avec le numérique, ce dont ne dispose pas ou très peu le Normandie. Et donc il fallait que nous fassions quelque chose par rapport à ça. La deuxième volonté de la municipalité d'Aurillac, c'était non pas de faire un multiplex de périphérie, justement parce qu'on a un centre-ville qui a besoin de vivre. En périphérie, il y a déjà beaucoup de choses. Les grandes surfaces commerciales, il y en a déjà. Et c'est tant mieux, je veux dire, la commodité de pouvoir garer sa voiture facilement et de pouvoir remplir un caddie pour faire les courses de la semaine, je veux dire, ça, c'est une préoccupation de toutes les familles. Et donc, moi, je ne suis absolument pas opposé à ça, bien au contraire. Mais je crois qu'il faut aussi se partager les choses. Aussi bien la périphérie peut être consacrée à la grande consommation, aussi bien le centre-ville doit se recentrer sur le petit commerce et sur de l'animation culturelle telle que le cinéma. Le cinéma, c'est pas seulement la projection de films, c'est aussi autour un resto, un bistrot, la possibilité pour les gens de se retrouver après le film pour discuter. C'est aussi l'aménagement d'un espace public qui peut créer des événements autour du numérique. Ça peut être des projections de films, mais ça peut aussi être de la visioconférence. Ça peut être aussi de la retransmission en direct d'événements mondiaux. Ouais. Tout ça est permis par le numérique. Et donc, nous avons lancé un concours qui a trouvé son aboutissement le 19 janvier, puisque le jury s'est réuni. Alors, nous avons eu beaucoup de propositions, y compris des propositions étrangères. On a eu des architectes anglais qui ont concouru. On a même eu un architecte australien qui a concouru sur ça. Et on a retenu donc 4 architectes sur l'ensemble des propositions. Le jury s'est réuni le 19 janvier dans le plus parfait anima, puisque ça se fait sous contrôle du huissier. Nous ne connaissions pas le nom des projets de ceux qui avaient réalisé les maquettes de projets. Le jury s'est réuni tout le 19 janvier et a fait un choix. C'est donc Linéaire A qui l'a emporté. Ça a été présenté en séance publique pour la réalisation d'un cinéma de centre-ville qui va s'inscrire dans l'îlot culturel d'Aurillac, donc à côté de la place des Carmes, là où il y a déjà donc, la médiathèque, le conservatoire, le musée. Il y aura maintenant place de la Paix, le cinéma. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on y enlève la voiture, parce qu'actuellement, la place de la Paix, c'est de la voiture, c'est du parking. Là, il y aura un multiplex 7 salles, pour environ 1200 places, avec toute la technologie nouvelle qui peut aujourd'hui être celle des cinémas. Avec des concours intéressants, puisque pour le contribuable aurillacois, sur une opération hors taxe d'environ 10 millions d'euros, le contribuable aurillacois sera sollicité à hauteur de 2,3 millions, et encore 2,3 millions qui seront en partie amortis par le loyer que va nous payer l'exploitant, sachant que l'exploitant sera le même que celui d'aujourd'hui, puisqu'il avait une priorité par rapport aux autres, et que, comme ça l'intéressait, c'est cet exploitant donc actuel qui a été retenu pour le futur cinéma, d'autant que cet exploitant met dans l'opération 3,5 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, c'est plus du tiers de l'opération, et qu'ensuite nous avons les concours de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, du département du Cantal et de la région, pour 800 000 euros, et on a le concours de l'État également, pour 1,2 million d'euros. Donc voilà, une belle opération, je pense, parce qu'on va avoir un très beau cinéma, pour un moindre coût pour le contribuable aurillacois. Quand je parlais de désenclavement du territoire et faire en sorte que Aurillac continue d'attirer la population, ou au moins que celle qui y est ne parte pas, la réalisation de ce cinéma dont les travaux sont prévus à l'automne 2012, la réception, si tout va bien, si on n'a pas de recours, là encore, parce que, bon, on est en République, donc les gens peuvent ne pas être contents ou de l'emplacement ou du choix qui a été fait du bâtiment,
et ont la possibilité de déposer des recours, bien sûr. Nous ne le souhaitons pas. Pourquoi? Parce que on est en République, mais on est aussi en démocratie. Ça veut dire que l'actuelle équipe municipale, à un moment donné, a été choisie. Je rappelle que Alain Calmette, le maire actuel d'Aurillac, a obtenu quand même en 2008 63% des suffrages. C'est pas rien. Ça veut dire que les Aurillacois, très majoritairement, lui font confiance, et que Alain Calmette a fait le choix de ce cinéma en centre-ville, et qu'on peut une nouvelle fois lui faire confiance dans le cadre de son mandat de maire pour la réalisation donc de ce cinéma qui devrait, je répète, s'il n'y a pas de recours important, être livré au début de l'année 14. D'accord. Donc, pour terminer cet entretien, parlons des objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs concernant le pourcentage de vote socialiste aux élections au niveau départemental? On rappelle qu'aux dernières élections, donc pour les régionales, René Souchon, donc l'actuel président de la région, était arrivé à 49%, donc une forte percée dans ce département qui est historiquement à droite. Donc, pouvez-vous imaginer dépasser les 50%? Je reprendrai les paroles d'Alain Calmette. Je ne pense pas que le département du Cantal ait vocation éternellement à être à droite. Je pense que l'alternance en politique est bonne. Voilà. C'est aussi une des règles de la démocratie que d'accepter cette alternance. C'est ce qui fait progresser les choses, c'est l'échange des idées, c'est la manière différente de voir la chose publique, de percevoir l'intérêt général. Et c'est vrai que de tout temps, le Cantal a été à droite. Et je pense qu'il a une bonne chance, dans un terme maintenant de plus en plus court, me semble-t-il, de changer de majorité. Pourquoi? Parce que vous rappeliez les résultats obtenus, les très bons résultats obtenus par René Souchon et son équipe aux élections régionales de 2008, où effectivement il est presque à la moitié des suffrages exprimés. Je rappellerai que si nous avons eu un rendez-vous un peu manqué, celui des élections cantonales de 2011, il y a moins d'un an, il y a 11 mois. Il a été manqué en termes de sièges, puisque nous avons perdu un siège. Il est vrai que nous avons eu quelques difficultés sur Saint-Cernin, et il est vrai que l'expérience et l'efficacité politique de l'actuel président du Conseil général, Vincent Descoeur, a payé, pour lui, tant mieux, sur le canton de Saint-Mamé, alors que notre candidat était quand même au premier tour le mieux placé. Bon. Il y a des choses que nous ne savons probablement pas encore faire sur ces territoires, mais nous apprenons tous les jours. Vous le verrez d'ailleurs à l'occasion des présidentielles et des législatives, puisque nous sommes maintenant en ordre de bataille. Mais si ça a été un rendez-vous manqué en termes de sièges, puisque nous avons perdu un siège, groupe d'opposition et groupe socialiste, ça n'a pas été un en termes de voix. Parce qu'une fois encore, nous avons progressé en termes de voix. Là où les candidats de droite, habituellement, avaient entre 10 et 15 points d'avance sur le candidat suivant, qui n'était pas forcément un candidat de gauche, parce qu'il est vrai aussi que le pragmatisme, dans les zones où les populations sont moins denses, je ne parle pas des zones de ville, mais les zones où les clivages droite-gauche, socialiste-UMP sont moins marqués. On va aussi voter pour la personnalité locale, pour celle qu'on estime qui va rendre le plus de services, même si après cette personne va se ranger dans un groupe politique, que ce soit la majorité ou pas, mais c'est un peu plus compliqué en zone rurale. Ceci dit, on a progressé en voix, et aujourd'hui les candidats de droite qui ont été réélus, certains, oui, mais ne le sont plus avec la marge qu'ils avaient auparavant. Aujourd'hui, ils sont passés avec 3, 4, 5 points d'avance. Et je veux dire, si cette progression se confirme dans les années à venir, là, par contre, ils ne passeront plus. Et nous ferons tout pour que cette tendance se confirme dans les années à venir. Parce qu'encore une fois, je répète, ce n'est pas d'être partisan et de traiter nos concurrents politiques en adversaires. Hein. Je veux dire, on appartient tous au même territoire et on a, j'espère, globalement tous les mêmes intérêts à ce que ces territoires vivent, soient dynamiques et soient accueillants pour nos populations. Non, mais c'est qu'à un moment donné, nous avons forcément des visions différentes. Je parlais tout à l'heure de Vincent Descoeur qui, à l'Assemblée nationale, votait les budgets qui malheureusement conduisaient à la suppression des postes publics. Nous avons une autre vision. Essayons-la. Essayons-la. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, Patrick Carenti. Avec plaisir.